Bonjour à tous. Je pense qu'on va démarrer. Ravi de vous accueillir dans cet atelier. On va parler d'impact, on va parler de conduite du changement à l'aide de nombreux exemples et à l'aide d'une super équipe de speakers, consultants, managers de chez Des Enjeux et des Hommes qui est ici à ma droite. Je me présente d'abord, je suis Hugues Carlier, le directeur général de cette belle entreprise Des Enjeux et des Hommes dont je vais vous dire deux mots tout de suite. C'est plus de 18 ans d'existence, donc un pionnier sur le sujet de la responsabilité sociétale et du développement durable. 40 consultants aujourd'hui à Toulouse et à Paris. On est la 6e Bicorp française en 2015. Nous nous sommes dotés d'une raison d'être et d'un certain nombre d'engagements. Et vous voyez que dans notre raison d'être, apporter aux femmes et aux hommes les clés pour inventer les solutions de la transition avec leur écosystème. Et c'est bien le sujet qui va être celui de notre conférence aujourd'hui. 3 lignes d'offres, je vais en finir ici. Du conseil en stratégie, dialogue parties prenantes, de l'accompagnement opérationnel et du change management. Pourquoi je termine par celui qui est au milieu? Parce que ça va être également le fil rouge de cet atelier, l'accompagnement du changement. Et du coup, on va en profiter pour râler un peu. Voilà. Non, c'est vrai, ça fait quand même... on a envie de rappeler deux choses, en fait. Premièrement, le changement est systémique. Donc l'idée, ça n'est plus de former une équipe, d'ailleurs souvent sans ses managers, mais l'objectif, c'est vraiment d'embarquer les opérateurs terrain jusqu'au COMEX, les commerciaux jusqu'au CODIR, pour réussir vraiment une vraie transformation, changer les modes de décision dans l'entreprise et les modèles d'affaires. Et puis, deuxièmement, ça fait maintenant 13 ans depuis la création de ProDurable qu'on parle d'accompagnement du changement ici, avec finalement un écho assez faible de la part des organisations, même si on sent quand même des vrais frémissements ces derniers mois. Et pourquoi ? Parce que les organisations se focalisent en fait sur la stratégie, un bilan carbone, le reporting, la charte de ceci, le code de cela, sans jamais y associer une vraie réflexion stratégique autour de l'accompagnement du changement. Et ça fait vraiment défaut et c'est quelque chose qui nous attriste et qui nous énerve un peu, d'où le coup de gueule d'aujourd'hui, 13 ans après la création de ProDurable et 18 ans après la nôtre. Donc je pense que beaucoup de nos interlocuteurs n'ont pas lu un livre que je vous recommande vivement, un livre dont le nom est tout à fait parlant, Comment réussir à échouer, et qui décrit minutieusement tous les comportements et toutes les actions qu'il faut mettre en œuvre pour être sûr à 100% d'échouer. Donc, je vous recommande ce livre, bien évidemment. Alors, soyons positifs, entrons dans le vif du sujet. On a donc, vous l'avez compris, choisi de parler de l'humain, et on va le faire à travers 5 grands chantiers, 5 types de missions que nous menons très habituellement, qui sont eux-mêmes porteurs de forts leviers de transformation. Encore faut-il y avoir pensé et les mettre en œuvre et ne pas avoir une vision trop technique de la gestion de ces missions. Alors, chacun va porter une des missions. On va commencer par toi, Agnès. Donc, je te propose de venir ici parce que la scénographie nous impose... Voilà. Donc, on va parler notamment de la loi Pacte qui a initié une vraie dynamique autour de la formulation des raisons d'être. Aujourd'hui, on a entre 400 et 500 entreprises qui ont révélé leur raison d'être, 225 entreprises qui se sont déclarées sociétés à mission, et nous, on a mené une bonne quarantaine de missions sur ces sujets. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots en quoi ces missions sont une vraie opportunité pour engager les dirigeants ? Alors, oui, merci beaucoup. On a eu envie de commencer par ce thème parce qu'on considère, et je salue d'ailleurs à ce propos Martin Richer, qui est notre partenaire de management et RSE, qui est dans la salle, on considère vraiment qu'un chantier raison d'être a une valeur transformative majeure pour l'entreprise et que c'est vraiment le levier pour aller chercher les dirigeants dont l'effet de levier a été trop léger pendant au moins 2 décennies. En fait, effectivement, si on comprend que la raison d'être, c'est bien autre chose qu'un
simple exercice de communication et si on en perçoit vraiment toute la dimension stratégique, on se rend bien compte que ce sont les dirigeants, donc le COMEX et les actionnaires, qu'il va falloir aller chercher et qui vont du coup être interpellés au moins à mon sens à 3 niveaux. Le premier, c'est que ça leur donne une occasion un peu inédite de réfléchir à long terme sur les enjeux globaux, sur leur écosystème, de réfléchir également sur les enjeux de leur secteur, avec encore une fois une vision prospective, et de réfléchir aussi sur les impacts très concrets de leur activité. Donc premier point. Le deuxième point, c'est que ça amène l'équipe de direction à trouver un alignement autour de la contribution que cette entreprise entend avoir face à ces grands défis. Et puis troisième élément également, dans la mesure où le process d'élaboration d'une raison d'être amène à interroger les parties prenantes, je crois que c'est une des rares occasions pour que nos dirigeants acquièrent une vision à la fois aiguisée, mais aussi systémique des attentes qui sont en train d'évoluer au niveau des parties prenantes. On pense évidemment aux clients qui aujourd'hui attendent des produits beaucoup plus, des produits, des offres de services plus responsables, aux collaborateurs qui aujourd'hui manifestent des conditions d'adhésion au projet de l'entreprise, et puis peut-être aussi, citons la sphère financière que nous on voit beaucoup bouger là depuis 2 ans et qui qui manifeste des exigences accrues auprès de l'ensemble de ces participations, de leurs participations, pour qu'elles aient une vraie stratégie RSE et d'impact. Donc on a une équipe de direction qui va être amenée à se pencher sur toutes ces questions. On voit bien comment du coup la raison d'être remonte les sujets de RSE beaucoup plus en amont dans l'entreprise et de façon stratégique. Et puis il y a une chose qu'on remarque aussi souvent avec Martin, c'est que la raison d'être, elle fait un effet de cliquet, parce que à partir du moment où elle a été formulée, assortie d'objectifs, révélée en interne et à l'externe, et puis inscrite dans les statuts, dans certains cas, on ne peut plus revenir en arrière. Donc super levier pour aller chercher les dirigeants. Et d'ailleurs, ce qui me semble majeur à faire passer comme message aujourd'hui, c'est que dans vos projets de structuration d'une stratégie RSE, pensez à incorporer en amont une brique raison d'être. Nous, on accompagne à peu près 40 clients par an sur des strates RSE dans tous les secteurs et toutes les tailles d'entreprise. Et on a observé sur la dernière année qu'à peu près la moitié d'entre eux avaient une brique RSE dès l'amont. Alors, pourquoi seulement la moitié ? Parce qu'il subsiste quand même un paquet de freins. On pourra peut-être en parler avec la salle tout à l'heure. Il y a des entreprises dans lesquelles c'est compliqué à mettre en place, et vous le vivez peut-être. Les freins sont de plusieurs ordres. Parfois, il y a des freins culturels presque, ou de représentation, parce qu'on se dit que la raison d'être, c'est un côté effet de mode. Voilà. Il y a des freins qui sont liés aussi au fait qu'on peut considérer dans beaucoup d'entreprises que la raison d'être, elle existe déjà. Hein. Elle a quand même été elle prévalait à l'intention des fondateurs. On oublie parfois que quand les fondateurs ont créé l'entreprise, c'était il y a des décennies et que le monde était quand même assez différent. Il y a aussi des entreprises qui viennent de faire, il y a 2 ou 3 ans, un exercice autour de vision, mission, valeur, un exercice stratégique qui se disent on ne va pas rouvrir le dossier. Sauf que souvent, toutes les dimensions sociétales n'ont pas été embarquées. Puis on a aussi croisé dans certaines entreprises des freins idéologiques de type, on est allergique à tout ce qui vient de Bercy ou de la Macronie. Voilà. Alors comment lever ces freins ? Là, je reprends la casquette des anges et des hommes parce que vous aurez compris que le change management était vraiment ce qui nous animait. Moi, je pense qu'il y a un gros travail de pédagogie à faire dans les entreprises autour de ce que c'est que la raison d'être, de ce que c'est et de ce que ce n'est pas. Voilà. On a des clients qui, par exemple, pendant plusieurs mois avant même de lancer un chantier de ce type, ont communiqué à leur COMEX des revues de presse qui montraient comment le sujet était en train de monter en puissance, comment d'ores et déjà 225 entreprises sont devenues sociétés à mission. Ça peut être aussi de faire venir des pairs qui, eux, se sont engagés. Ça peut être de voir dans les cercles dans lesquels vos dirigeants interviennent s'il y a des actions qui sont menées sur le sujet de la raison d'être. En tout cas, j'insiste beaucoup sur le fait que vous inscriviez la raison d'être dans des projets RSE si vous y arrivez, et que par ailleurs, vous travaillez au corps, j'allais dire, vos dirigeants sur ces questions. Oui. Je vais être aussi un horrible timekeeper. Oui, je me dépêche. Parce que vous êtes... Donc, là, on parle pas mal de grands groupes, mais ça marche aussi pour les PME.
Ouais, pour les PME, ce que je voulais juste signaler à votre attention, c'est qu'il y a des initiatives collectives qui sont en train de se monter. On connaissait les initiatives collectives sur la RSE portées par des fédérations professionnelles, genre la FEP, déjà dans les années 2000. Aujourd'hui, il y a des choses qui commencent à émerger, notamment en province. On a la chance, avec Alexandra, d'accompagner un projet qui embarque 300 entreprises vers la raison d'être ou la société à mission dans la région PACA. 2 promos de 150 entreprises qui vont suivre un cursus d'une petite année, voilà, pour arriver à formuler leur raison d'être. Et tout ceci est financé par un certain nombre de fonds publics, l'ADEME, etc. Donc soyez attentifs à ces initiatives qui peuvent être portées par les CCI, les fédérations professionnelles, les MEDEF territoriaux. Et pour conclure, et je laisse la parole à mes petits camarades, vous avez entendu parler de la Convention des entreprises pour le climat et vous avez peut-être vu comme nous sur les réseaux sociaux, notamment ce week-end, les commentaires des 150 dirigeants qui ont participé à cette initiative. Je trouve que c'est vraiment formidable de voir comment ils ont commencé à basculer, à vraiment acquérir des vrais repères sur la transition, la nécessaire transition, notamment écologique, et comment ils se disent prêts à faire bouger les choses dans leur entreprise et à changer de business model. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que lancer un chantier raison d'être, c'est vraiment de même nature, c'est complètement transformatif. Vous m'entendez quand je parle comme ça? Oui. Très bien. Donc, autre grand chantier, et là, c'est Olivier qui va venir nous voir, la labellisation, et notamment la labellisation corporate de l'entreprise. Après, on parlera d'ailleurs des référentiels. On a suivi l'expérimentation sur les labels sectoriels de la plateforme RSE, et je vous invite à aller regarder si votre fédération professionnelle a pu labelliser un référentiel sectoriel, et puis également ceux de la commission du BOST. Olivier, toi, tu accompagnes plusieurs de nos clients dans des projets de labellisation RSE. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est un super levier pour embarquer les dirigeants, les managers de l'entreprise? Merci Hugues. Alors, en effet, cette labellisation, et notamment cette labellisation qui porte sur l'entreprise et pas sur les produits, c'est vraiment quelque chose qui existait depuis longtemps. Il existait aussi des référentiels. Par exemple, dans les 10 dernières années, nous, on avait accompagné des entreprises qui co-construisaient en interne leur référentiel RSE. Mais on était plutôt dans des dynamiques d'amélioration continue dans lesquelles on se donnait le temps. Un label RSE externe, ça peut créer des conditions de transformation qui sont vraiment intéressantes. Et je vais prendre un exemple dont j'imagine vous avez tous entendu parler, qui a vraiment beaucoup d'écho en ce moment, c'est le label B Corp. Voilà. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, si on prend ce label, d'abord aujourd'hui, on doit dire que c'est encore un label pour les pionniers. On est encore dans la phase pionnière. Tout le monde n'est pas B Corp, tout le monde ne peut pas être B Corp. Et justement, l'exigence de ce label en fait quelque chose qui est un vrai levier de motivation pour les dirigeants. Et donc, par exemple, en ce moment, on accompagne une grande entreprise du secteur des cosmétiques dont la nouvelle génération de managers est arrivée aux commandes. Et ils considèrent qu'être B Corp, c'est vraiment le bon niveau d'ambition qu'ils ont envie de se donner. Donc voilà, ça séduit les dirigeants. Très bien. Et du coup, là, si on parle de la dimension internationale, parce qu'on a pour le coup des grands groupes qui vont déployer, et c'est pas très simple finalement. Et comment ça se passe et qui il faut embarquer quand on veut s'adresser à des filiales à travers le monde? Alors, c'est un bon exemple là, parce que là, 28 filiales, en fait, c'est même plus puisqu'il y a des usines, etc. Et donc, on parle d'à peu près 10 000 personnes qu'il va falloir faire bouger pour, à la fin, à la ligne d'arrivée, que la labellisation B Corp elle puisse être obtenue par l'ensemble des entités du groupe. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'un label comme ça, ça permet de mobiliser à la fois les experts des métiers et puis les dirigeants des filiales. Donc on a presque un fonctionnement complémentaire qui, dans un temps qui est souvent relativement resserré, donc on a une vraie pression pour y arriver tous ensemble, va par exemple permettre de faire une évaluation à T0. Est-ce qu'on est capable, dans un temps court, de savoir d'où on part dans toutes les facettes de l'entreprise et de mesurer le gap entre là où on en est et puis ce que la labellisation B Corp va attendre de nous. Une fois que cette évaluation de départ elle est faite, et c'est un vrai chantier déjà en soi, ça permet aux différents acteurs de vraiment jouer leur partition. Si on prend les experts métiers, ils ont rarement
autant de soutien pour travailler sur leur thème, sur l'ensemble de l'entreprise. Et donc là, on leur donne ces moyens et on leur donne ce temps. À l'horizontale, on a des gens qui vont être responsabilisés au niveau des filiales, donc ça peut être les dirigeants des filiales ou parfois les chefs de projet. Et ces gens-là, ils doivent vraiment améliorer le score, améliorer la performance RSE de leur entité. Donc ça peut être notamment une filiale de distribution. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet à la filiale de mettre en avant ses bonnes pratiques ou ses points forts, mais aussi les points sur lesquels elle est un peu en difficulté et d'échanger avec ses pairs. Et alors au final, on se rend compte par rapport à ce qu'on avait connu dans les années précédentes qu'on a rarement un projet qui permet de mobiliser tout le monde et où personne ne doit faire défaut aux autres. C'est-à-dire que s'il y a un maillon faible, s'il y a quelqu'un qui n'est pas dans la dynamique, eh ben, en fait, on n'atteint pas l'objectif à l'arrivée. Et donc, ça crée un momentum, une énergie qui est assez géniale qu'on est en train d'observer là dans les quelques projets de cette ampleur qu'on a pu suivre. Voilà. Un petit clin d'œil à vraiment Bicorp au-delà du Picto, comment ça peut vraiment être un levier passionnant pour embarquer vos équipes à grande échelle. Super, merci beaucoup Olivier. C'est un vrai défi collectif. Et là, on va rester dans l'univers, cette fois-ci des référentiels, cousins des labellisations. Et c'est Chloé qui va venir nous en parler. On va prendre des exemples plus adaptés PME d'ailleurs. Tu as ton équipe et toi, vous avez travaillé récemment sur l'élaboration d'un référentiel RSE donc dans la branche agroalimentaire. Est-ce que tu peux nous dire deux mots justement sur ce que ça permet de faire en termes d'implication, embarquement des différents métiers, lead managérial et autres? Oui. En fait, on a effectivement accompagné un syndicat d'entreprises du secteur agroalimentaire à réviser leur référentiel sectoriel RSE, qui en fait permet aux entreprises membres de valoriser leur engagement RSE. Et en fait, ce qu'on a l'habitude de faire quand on révise un référentiel, c'est d'abord de collecter les attentes terrain. Donc en fait, on questionne les équipes métiers qui sont en charge d'appliquer en fait le référentiel au sein des entreprises, les questionner sur des choses comme quelles sont les difficultés que vous rencontrez, comment les équipes elles s'approprient les critères, est-ce que vous avez des nouveaux enjeux propres à votre secteur, est-ce que vous avez des besoins de formation sur des sujets en particulier, etc. Et donc ça permet en fait de nous nourrir de toutes ces réflexions terrain pour donner de la crédibilité de la crédibilité au label, mais ça permet aussi en parallèle aux équipes métiers de prendre du recul et de se dire quelles sont les difficultés que j'ai dans l'application du référentiel au quotidien et aussi si on révise le référentiel, quelles sont les opportunités en fait que ça peut me donner au sein de mon entreprise. Et d'ailleurs pour s'assurer en fait qu'on ait une mobilisation massive des managers dans la consultation, on avait également proposé un webinaire pour permettre en fait d'introduire le sujet de la consultation. Très bien. Alors, dans le syndicat, il y a des grandes entreprises, mais il y a aussi, je le sais, pas mal de PME. Comment ça fonctionne vraiment pour les PME? Oui, en fait, c'est un vrai challenge parce que, en fait, un référentiel sectoriel, c'est vraiment un outil puissant, en fait, quand même, pour mobiliser les entreprises parce que elles sont dans la même démarche, elles visent les mêmes objectifs. Et la communication aussi, elle est impactante puisqu'elle est collective auprès de leurs clients, auprès des consommateurs, etc. Mais en parallèle, quand je suis une PME, je suis en charge de l'application de ce référentiel, je n'ai pas beaucoup de ressources. Et quand je vois en fait la marche à gravir pour être conforme, en fait, je peux me décourager. Et donc, nous, ce qu'on conseille en fait aux porteurs de labels, c'est qu'en parallèle d'un référentiel, il faut construire ce qu'on appelle un parcours utilisateur, c'est-à-dire tout le système de sensibilisation, formation, d'accompagnement qu'on va proposer aux entreprises pour s'assurer qu'elles démarrent bien dans la démarche, qu'elles s'approprient en fait les critères, qu'elles soient bien formées en fait, et du coup qu'elles puissent transformer leurs pratiques ensuite assez facilement au sein de leur entreprise. Et donc toujours dans ce cas précis en fait, par exemple là on avait on a construit en fait un outil en ligne avec une interface pour que les entreprises puissent commencer à se poser les bonnes questions, à prioriser leurs enjeux RSE, etc. Donc c'était vraiment un outil clé en main et ça permettait vraiment aux différentes personnes, chacun à leur niveau dans les entreprises, de démarrer sereinement dans la démarche. Merci beaucoup Chloé. Et donc,
Alors, il y a d'autres projets qui nécessitent évidemment d'engager les métiers, des fonctions clés, en particulier ceux qui travaillent sur les offres de produits et de services, les marketeurs. Alexandra, tu viens du monde du marketing. Donc voilà, tu accompagnes plusieurs entreprises aujourd'hui dans l'engagement de leur marque. Pourrais-tu nous faire un retour justement sur la façon d'engager cette population de marketeurs qui, je le sais, n'est pas très facile, toujours? Alors, effectivement, c'est vrai que pendant assez longtemps, c'était pas facile de mobiliser les responsables marketing parce qu'ils ne voyaient pas du tout l'enjeu business de la RSE. C'était quelque chose, c'était des actions corporate, en interne, sur les achats responsables, sur la logistique. Il n'y avait pas non plus d'attente des clients, des consommateurs, en tout cas pas d'attente qui se transposait concrètement dans les ventes. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé, on l'a tous vu, on le voit tous aujourd'hui au quotidien. Hein. Déjà, ça a changé par la réglementation. La réglementation aujourd'hui se durcit. Vous avez la loi Egalim, la loi contre le gaspillage pour une économie circulaire, pour ne citer que aussi la loi climat résilience toute récente, qui ont des impacts concrets sur les responsables marketing parce qu'ils vont devoir faire évoluer leur offre, ils vont devoir faire évoluer les packaging parce qu'il y a le développement du vrac, il y a le Nutri-Score, il y a l'Eco-Score bientôt, il y a l'indice de durabilité. Donc toutes ces choses-là, toute la réglementation pousse déjà dans un premier temps, déjà dans un premier point, les responsables marketing. Vous avez aussi les clients B2B, notamment les grandes entreprises qui vont être de plus en plus attentives aux engagements RSE, donc qui vont pousser aussi leurs fournisseurs, leurs partenaires sur ces sujets-là. Et puis vous avez les consommateurs qui ont quand même vraiment depuis pas mal d'années fait évoluer leur pratique de consommation. Ça s'est vraiment accéléré avec le Covid, on l'a vu avec les achats locaux, le développement de la seconde main, etc., etc. Donc aujourd'hui, bien sûr, il y a encore des responsables marketing à mobiliser, mais la question qui se pose encore plus, c'est de se dire comment est-ce que je vais engager ma marque sans faire de greenwashing, sans faire de purpose washing. Parce qu'on le voit bien aujourd'hui, les communications se développent et pullulent sur des offres responsables, des marques qui vont sauver le monde, etc. Donc, comment faire pour éviter le greenwashing, le purpose washing? Donc, moi, en ce moment, j'accompagne une petite entreprise, une petite PME qui est dans la téléphonie. Et parmi les clés de succès qu'on peut mettre en œuvre, qu'on met en œuvre avec eux, entre autres, c'est vraiment, le premier point, c'est vraiment faire collaborer la RSE et les équipes marketing dès le démarrage, dès la construction de la démarche et de la stratégie RSE, pour que le marketing puisse y trouver aussi, comprendre les éléments, les tenants, les aboutissants et apporter aussi sa pierre. Deuxième clé de succès, c'est vraiment de donner des outils, les outils aux marketeurs pour les aider à déterminer les enjeux majeurs. Dans le cadre de la téléphonie, c'est difficile de passer à côté, par exemple, de la durabilité des offres et de la lutte contre l'obsolescence programmée. Donc, ne pas passer à côté des enjeux clés. Troisième point, c'est vraiment se donner des objectifs ambitieux. Les objectifs ambitieux, ça permet déjà de susciter l'enthousiasme, de donner envie, parce que finalement, de limiter de 3% la consommation de ressources ou faire baisser de 2% la consommation de plastique, c'est pas quelque chose qui va transporter les équipes. C'est aussi un point de valorisation forte. Quand on se donne des objectifs ambitieux, c'est aussi une manière de se différencier. Et ce que les responsables marketing attendent en premier lieu, c'est comment je vais faire pour me différencier sur mon marché. Dans le cadre de la PME, ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur les questions d'économie circulaire, au niveau de l'éco-conception et jusqu'à la récupération des appareils pour pouvoir les réemployer, voire passer dans les filières de recyclage. Et puis des actions aussi sur la réindustrialisation partielle de la production industrielle. Puis dernier point, c'est vraiment être dans le concret. Les responsables marketing, ils veulent de l'action, ils veulent pouvoir valoriser concrètement leurs initiatives. Donc on a travaillé sur un plan d'action très opérationnel sur 3 ans, où en fait en parallèle vous avez la montée des engagements RSE qui vont être portés par l'ensemble de l'organisation, par les achats etc., par les différentes fonctions. Et puis un plan de valorisation progressive dans la communication. Et c'est vrai que c'est important aussi de pouvoir porter ces messages et travailler main dans la main avec les agences de nos clients sur ces sujets-là. C'est absolument passionnant, mais moi, depuis tout à l'heure, je me dis à chaque fois, la base quand même, au début, il faut de la formation quand même. Donc on y pense ça ou
pas? Alors, on essaye d'y penser un peu chez Des Enjeux et des Hommes. On est aussi organisme de formation et on a monté en fait un programme de formation sur 2 jours qui est très opérationnel et qui va permettre d'embarquer les responsables marketing pour les aider à se poser des bonnes questions et puis en fait à sortir de la formation avec en fait des premières étapes clés qui ont déjà été initiées. Puis il ne faut pas oublier non plus la formation des commerciaux. C'est parfois un peu le maillon faible. C'est très très important que les commerciaux puissent aussi intégrer ces messages et intégrer toutes les actions qui sont faites pour pouvoir les revaloriser dans les éléments de langage auprès de leurs clients. Et étrangement, ils sont très souvent oubliés dans une démarche de responsabilité sociétale alors qu'ils sont front office devant les clients. Ce sont eux nos ambassadeurs. Tu as bien raison de le rappeler. Merci beaucoup, Alexandra. Eh bien, autre sujet, et c'est Caroline qui va venir se glisser au pupitre. Autre grand chantier, c'est le sujet de l'ouverture très progressive des entreprises sur le dialogue parties prenantes. C'est un enjeu quand même qui est clé. On voit bien que les entreprises ne peuvent plus travailler complètement en système fermé, mais ça ne se décrète pas. C'est comme la conduite du changement, ça me rappelle quelqu'un. Et donc, on vient en fait d'appuyer et de travailler pendant plus d'1 an avec le comité 21 sur ce sujet du dialogue parties prenantes. Toi, tu étais chef de projet de cette mission et de ce think tank, l'animation de ce think tank avec eux. Et puis, tu diriges plusieurs missions, tu pilotes plusieurs missions autour du dialogue parties prenantes. Alors, dialogue parties prenantes, ça mobilise qui, comment, quand ça fonctionne ? Tout à fait. Et puis peut-être un point important au préalable, parce que ça peut nous paraître évident à nous qui baignons dans ces sujets, c'est quoi le lien entre les parties prenantes et la transformation et l'impact sur l'entreprise ? On a de plus en plus d'acteurs de la société civile, que ce soit des ONG, des étudiants, enfin, on a vu les marches pour le climat, etc. Enfin, aujourd'hui, les parties prenantes externes, elles font pression, mais également les collaborateurs et les parties prenantes internes font pression de plus en plus sur l'entreprise pour demander, exiger, en tout cas de fortes attentes de changement. Donc la transformation de l'entreprise, c'est pour ça que ça nous paraît tout à fait justifié de traiter de ce sujet des parties prenantes, elle passe aussi notamment par les acteurs externes. Donc effectivement, Hugues vient de le dire, on travaille depuis plus d'1 an avec le comité 21 dans le cadre d'un think tank sur ce sujet des relations parties prenantes. Et notre angle, c'était vraiment comment est-ce que les parties prenantes, elles sont au service de la transformation de l'entreprise et puis peut-être au service d'une meilleure résilience de l'entreprise. Donc, je ne vais pas m'étendre longuement sur le sujet puisqu'on anime demain à 15h30 une table ronde dédiée sur ce sujet en salle Agora. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui seraient intéressés à aller écouter cette conférence. Peut-être en quelques mots, en synthèse, puisqu'il y a eu 3 publications, 18 recommandations, enfin voilà. Peut-être quelques mots clés à retenir en synthèse des points clés, et notamment sur ce sujet du changement culturel. Peut-être retenir d'abord qu'on n'y est pas. Aujourd'hui, clairement, les entreprises sont assez... Oui, je vois des têtes, mais on n'y est vraiment pas en termes de maturité sur le sujet des relations parties prenantes. Au mieux, quelques personnes sont formées, font le lien avec la RSE, mais vraiment au mieux. Et au niveau international, c'est pas que la France, on a fait un benchmark international, on a regardé différents secteurs d'activité, voilà. Donc aujourd'hui, globalement, on n'y est pas encore, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de réelles attentes, que ce soit de la part des parties prenantes externes qui ont de fortes attentes, peu importe leurs horizons, mais également au niveau de l'entreprise. On a compris l'intérêt, le bénéfice à dialoguer, à échanger avec ces parties prenantes. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. On devrait voir évoluer le sujet normalement dans les prochaines années. Deuxième élément, on n'est pas suffisamment aujourd'hui outillé dans les entreprises. Il n'y a pas de véritable culture en interne des relations parties prenantes. Il n'y a personne qui est véritablement en charge de piloter la démarche. On voit apparaître depuis quelques années sur LinkedIn des postes de stakeholder officer, des chargés des relations parties prenantes. Donc, c'est des gens qui vont avoir une fonction différente de personnes en charge historiquement des relations institutionnelles ou des relations publiques. Là, c'est véritablement des personnes qui sont en charge de coordonner l'ensemble des interactions avec les parties prenantes au sein de l'entreprise, que ce soit au niveau corporate, institutionnel, mais également en faisant le lien avec les différentes business units dans l'ensemble des pays, quand je suis un grand groupe, bien évidemment. Donc là, on voit apparaître, mais c'est récent, ça fait 4 ans, des choses qui changent au niveau des entreprises.
Mais globalement, mis à part ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, la culture du dialogue partie prenante, elle est quand même assez faible. Pas de personnes véritablement staffées sur le sujet, pas suffisamment de formation. Dans notre étude, on voit qu'on a 20% des entreprises françaises qui déclarent formées sur le sujet, mais c'est souvent encapsulé dans des formations plus génériques sur la RSE. Et puis par ailleurs, pas suffisamment d'outils très concrets pour permettre aux équipes de s'emparer de ce sujet. Des guides d'accompagnement méthodologique pour savoir comment fonctionner pas à pas. Et donc, si on veut véritablement transformer, là c'est le parallèle avec ce que disait Agnès en introduction, il faut aussi que les dirigeants soient convaincus de l'intérêt du dialogue partie prenante. En quoi est-ce que ce que vont dire les gens qui sont de l'extérieur, c'est intéressant pour mon business? Là aujourd'hui, le lien n'est pas encore suffisamment fait. Et donc il y a un véritable enjeu aussi, quand on veut travailler ce sujet-là, d'associer les dirigeants et qu'ils ne soient pas juste invités à des réunions d'un comité de parties prenantes, mais vraiment membres à part entière, participant régulièrement. Et puis, faisant quelque chose, essayant de traduire ensuite très concrètement ce qui ressort des recommandations des parties prenantes dans la conduite des affaires. Et du coup, est-ce que tu aurais un REX particulier à partager avec nous sur justement le dialogue au service du changement dans l'entreprise? Récemment, on a mené j'ai 3 exemples là en tête dans les missions récentes qui ont pu être menées. Premièrement, tu as 1 heure. Non, je vais aller très vite parce qu'en plus, pour qu'on ait le temps aussi d'interagir ensuite et de répondre à vos questions éventuelles, on a tout simplement élaboré un guide, puisque comme on se rend compte que c'est pas du tout évident ce sujet pour un certain nombre de personnes, donc c'était pour un grand groupe international dans le secteur de l'énergie, on a élaboré un guide à destination des équipes opérationnelles, alors plutôt des référents QHSE, RSE, enfin développement durable, pour que concrètement on sache de quoi on parle quand on dit dialogue partie prenante, c'est quoi les différentes modalités de dialogue, comment est-ce que je m'y prends, comment est-ce que j'identifie mes parties prenante. Enfin voilà, vraiment quelque chose de très simple et visuel pour avoir les éléments pas à pas. Donc ça, c'est un premier élément pour favoriser la transformation en interne. Un deuxième élément, c'est tout simplement de la formation, faire monter en compétence les gens, en imaginant des formations en collectif avec les personnes dans l'entreprise qui vont être amenées à interagir avec les parties prenantes. Sur c'est quoi la posture juste à adopter. Je ne suis pas là pour vendre ma sauce, pour valoriser mon entreprise quand je fais des relations parties prenantes. C'est autre chose qui se joue. Il faut ouvrir le capot, dire ce qui va pas, dire ce qu'on a tenté qui ne fonctionne pas. Voilà, on est sur ce registre-là. Donc on anime des formations là-dessus. Et puis peut-être dernier élément, je fais vite pour laisser la parole aux autres. On pense aussi l'ingénierie des réunions pour qu'elle soit au service aussi de la transformation en interne. C'est-à-dire que c'est pas juste un club sympa, un think tank où on se réunit et où il y a uniquement le top management qui se réunit quand on fait des réunions avec les parties prenantes. On essaie aussi de pousser le fait qu'on ait des collaborateurs plus opérationnels et plus peut-être des fois au fait des réalités et des contraintes qui puissent participer, qui puissent débattre avec les parties prenantes pour que lorsque la réunion est terminée et quand on revient le lendemain matin à son bureau avec son équipe, on fait un compte-rendu de tout ce qui a été dit, on réfléchit et on regarde comment est-ce que ça peut se traduire très concrètement dans nos plans d'action et dans nos feuilles de route. Merci beaucoup, Caroline. Merci. C'est très clair. Merci pour ces leviers et merci pour ma montre. Maude, tu as 10 secondes. Donc, parfait. Donc, puisqu'on parle de dialogue partie prenante, il y a un autre chantier qui demande quand même d'embarquer ces parties prenantes internes et externes, notamment les fournisseurs. Eh bien, c'est tout le travail autour des filières. Et tu es notre experte agro-business. Et donc, je compte sur toi pour nous donner un bon retour d'expérience sur ce sujet de l'accompagnement du changement dans le travail sur les filières. Tout à fait. Merci Hugues Je t'en pour ce prie. petit coup de pression. Donc, effectivement, les filières sont un élément clé en fait dans la transformation des activités, des business models. Elles ont un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, etc. Donc pour nous, on mène énormément de travaux sur ces filières-là parce qu'on sait que c'est un levier de transformation énorme et d'impact. Donc traditionnellement, les entreprises, quand elles parlent de filières, ou en tout cas quand elles décident de travailler sur leur filière, elles définissent leurs exigences, leurs attentes dans un cahier des charges, probablement qu'elles transmettent à leurs fournisseurs de rang 1, quelle somme d'appliquer et de transmettre à leurs fournisseurs, etc. Et ainsi de suite. Et quand on a une petite filière un petit peu stratégique, on se dit on va mettre à côté de ça une évaluation de type EcoVadis, voire mandater une tierce partie indépendante pour aller faire un audit de cette filière. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est bien,
mais ce n'est pas suffisant, les effets restent limités, l'impact est un petit peu long à venir et on n'a pas réussi à créer de collectifs, d'engagement, d'impliquer le petit producteur basé à Madagascar qui a d'autres soucis et d'autres enjeux. Donc nous, ce qu'on a fait aujourd'hui et ce qu'on fait avec une maison de luxe sur sa filière laine qui est basée en Asie, c'est qu'on a un petit peu inversé la dynamique et on a instauré un dialogue avec ces parties prenantes. Pour ce projet-là, on a une chance inouïe, c'est qu'on n'a pas eu à créer la filière, elle était existante et elle était tracée. Donc ça veut dire qu'on connaissait l'ensemble des maillons de la chaîne, parce que si on avait dû cartographier cette filière et embarquer l'ensemble des parties prenantes, on en avait pour un bon bout de temps. Donc on avait cette chance sur cette filière-là. Néanmoins, on peut aussi travailler sur la traçabilité, cartographier ces filières. Donc pour cette filière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inversé la dynamique. On a créé dès le début du projet un dialogue avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire la maison de luxe, le processeur, la coopérative qui regroupait à peu près 300 éleveurs nomades de chèvres, donc de laine, donc pour vous dire à peu près l'ampleur du projet. Et dès le début, on a instauré donc ce dialogue avec différentes formes, comme a pu vous en parler Caro juste avant. Et aujourd'hui, c'est essentiellement en visio compte tenu des conditions sanitaires. On n'a pas pu rentrer sur le territoire. Donc c'était un challenge supplémentaire, mais qu'on a réussi un petit peu à relever. Et dès qu'on pourra aller sur le terrain pour créer quand même cet aspect collectif et embarquement, on ira bien évidemment. Et au cours de ces échanges entre toutes les parties, on a eu un certain nombre de remontées. Notamment, on a identifié des freins à ce changement de pratique et à la demande finalement des producteurs essentiellement qu'on a souvent du mal à embarquer et qui avaient du mal à comprendre les attentes de la maison. On a traduit finalement les exigences de la maison en actions très concrètes, en exigences très concrètes pour se dire comment moi je l'applique en quotidien en tant qu'éleveur nomade pour produire ma laine. Donc, je vous donne un exemple. On parle souvent de santé et sécurité au travail. Donc, mon éleveur va me dire bon, très bien. Et finalement, ce qu'on a réussi à traduire, c'est se dire typiquement, la santé et la sécurité au travail pour un éleveur nomade, c'est au moment de la tonte. Un moment un peu difficile puisqu'il faut aller vite. Les animaux sont un petit peu terrorisés. Donc, comment je gère ma lame, comment je gère mon animal, etc. C'est un exemple un petit peu concret, mais c'est de se dire comment je prends le temps, comment je mets mes animaux en condition pour ne pas être trop stressé, évidemment. Donc, ça peut être l'idée, c'était de se dire santé et sécurité, voilà concrètement ce que ça peut faire au niveau du producteur. Donc, finalement, on a accompagné tous les acteurs, parce qu'il y a aussi le processeur qui est impacté, pas à pas dans cette démarche, afin de les responsabiliser, les rendre autonomes, leur faire comprendre les attentes. Et ça nous a aussi permis d'aller jusqu'à du reporting, parce que finalement, ce qui est important, c'est aussi de se dire qu'est-ce que je fais concrètement, quelle valeur je vais créer, comment je contribue au changement climatique, comment je contribue à la préservation de la biodiversité, etc. Donc on est allé jusqu'à construire des outils de collecte d'informations et de reporting pour l'ensemble des maillons de la chaîne, pour ensuite avoir un impact visible et communicable à l'ensemble des parties. Et ça a créé un vrai élan collectif. Ça a permis aussi à l'ensemble des acteurs de passer des paliers qui nous semblaient parfois insurmontables, comme vraiment valider son impact. Je sais que tu voudras me poser une question, mais tu ne m'en poseras pas et on laissera ouvert la discussion. Voilà, donc tout ça pour dire que on a réussi à vraiment lancer le projet, d'instaurer le dialogue dès le départ. On a levé un certain nombre de freins. C'est pas facile tous les jours de dialoguer ensemble, mais on commence à avoir des premiers résultats et à vérifier un vrai impact. Merci et bravo, parce que obtenir un reporting de la part d'éleveurs nomades en Asie, chapeau. Merci beaucoup. Merci Hugues. Maud. Très bien. Eh bien, merci pour tous ces témoignages. Évidemment, mini conclusion, mais on va vous donner la parole. Et bravo, en tout cas, d'avoir tenu le temps. Il nous reste quelques minutes pour échanger avec la salle. Juste 2 mots, c'est que rappeler quand même que la responsabilisation, donner les clés aux uns et aux autres, aux femmes et aux hommes, pour qu'ils trouvent eux-mêmes les bons chemins vers la transformation, c'est évidemment clé. Et ça fait partie d'ailleurs de notre raison d'être. Et ça veut dire que, plus méthodologiquement parlant, ça veut dire que normalement, il faudrait à chaque fois, à chaque mission, à chaque projet, faire un diagnostic, un vrai diagnostic d'accompagnement du changement, avec qui va être concerné, sur quel sujet, qu'est-ce qu'il va falloir modifier, etc., etc. Et donc que cette réflexion
regardez les projets qu'il y a dans vos entreprises, vous allez voir qu'elle est rarement présente, alors qu'elle est essentielle pour la réussite finale de l'ensemble de ces missions. Merci à vous tous, bravo. Alors maintenant, c'est là le plus dur, c'est-à-dire que c'est l'aspect technique, puisqu'il n'y a plus de micro dans la salle et qu'on m'a dit « Mais si, c'est très simple, tu vas voir, c'est sur l'ordinateur. Au secours. » Mathilde, merci beaucoup. Voilà, j'avais prévu le coup. Peut-être, mais sans donner le micro, parce qu'évidemment, il y a les problématiques Covid. Est-ce qu'il y a, Madame Picard, est-ce qu'il y a une question? Ouais, il y en a est-ce une. qu'on a déjà... Non. Alors, une première question. Dialogue avec les parties prenantes. Agnès, ça doit être pour toi. Observez-vous une tension entre deux objectifs? Aider à la transformation de l'entreprise et répondre aux exigences des investisseurs. Je répète la question. Moi, c'est pas Caro. Non. Oui, non, ça peut être Caroline, bien sûr. La tension entre deux choses qui sont aider à la transformation de l'entreprise, donc, et par rapport à répondre aux exigences des investisseurs plutôt externes. Caroline? Alors peut-être oui, en premier élément de réponse, et je laisserai mes camarades compléter, absolument pas. Au contraire, les choses ne s'opposent pas. Il y a, dans les études, même si je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'y est pas, il y a quand même un constat, c'est qu'enfin, on n'a plus à démontrer l'intérêt et l'utilité du dialogue avec les parties prenantes. Donc au contraire, on se rend compte, et les entreprises se rendent compte que ça peut permettre d'obtenir plusieurs bénéfices, d'être au service de plusieurs bénéfices. Donc notamment la transformation de l'entreprise, une meilleure avancée de certains sujets, le fait d'embarquer certains métiers qui n'y étaient pas encore. Et donc la pression des investisseurs, oui, elle est certaine. Hein, on a des réglementations, on a la taxonomie, on a le règlement benchmark, vous connaissez tout ça. Mais au contraire, c'est au service d'un renforcement de cette modalité d'action qui va continuer à transformer l'entreprise. Donc non, pas d'opposition en tout cas dans ce qu'on peut observer dans les entreprises qu'on accompagne. Mais moi, je dirais même plutôt que c'est un vrai levier, parce que pour faire un retour d'expérience, en fait, ça ne nous arrivait jamais, et depuis une petite année, on a plein de clients qui sont des fonds d'investissement. Oui. On n'avait jamais ça dans notre portefeuille client, qui en fait veulent absolument se faire aider. Alors, ils veulent qu'on les aide à élaborer leur propre stratégie RSE. Bon, voilà, c'est OK, mais en général, ils ont peu d'impact interne, je veux dire, direct. Ensuite, ils nous demandent de les aider à introduire des critères ESG ou RSE dans leur due diligence. Et enfin, très intéressant, ils nous disent, on a investi des sous dans X participations, on a Y boîtes dans notre portefeuille. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire en sorte que ces entreprises fassent évoluer leur business model et aillent vers des vraies stratégies d'impact? Donc, enfin, pour nous, c'est un peu pain béni. On bénéficie de l'appui des fonds d'investissement. D'accord, merci beaucoup. Encore quelques questions. Il y en avait une qui était avant, là, qui est la dernière. Là. Pourquoi Bicorp ne s'applique pas à toute entreprise? Parce que Olivier, à un moment, tu as dit Bicorp, c'est assez exigeant. Ah oui. Toutes les entreprises ne sont pas Bicorp, mais pourquoi? J'avais lu pourquoi Bicorp ne s'applique pas à toute l'entreprise. Non, à toute entreprise. En fait, alors, j'ai été très rapide tout à l'heure. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont attirées par Bicorp. Et notamment, j'ai dit tout à l'heure que ça a intéressé les équipes dirigeantes. Sauf que devenir Bicorp, alors c'est un super outil pédagogique pour vos patrons, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas parce qu'on a décidé d'être Bicorp qu'on va être Bicorp 6 mois ou 1 an après. Je peux vous dire que parfois, la marche à monter, d'où le T0 dont je parlais tout à l'heure, c'est de mettre de manière très évidente le point de départ et le point d'arrivée, qui permet de constater qu'on n'a pas forcément donné à la RSE toute l'attention qu'elle aurait dû avoir dans le passé. Donc, ça nous est arrivé parfois de discuter avec des entreprises en disant... Si vous voulez, dans 18 mois, être reconnu, eh ben, Bicorp, ce n'est pas le bon outil. Il y en a d'autres, mais ce n'est pas celui-là. On a un exemple précis d'une entreprise dans l'agroalimentaire qui est dans la région ouest. On a démarré sur Bicorp et rapidement, on s'est aperçu que c'était plutôt le fait de devenir société à mission qui les aiderait à embarquer toute l'entreprise et que par ailleurs, il fallait mieux qu'ils visent le label Génération Responsable que vous connaissez peut-être et qui est un label qui allie toutes les enseignes du retail. Ils ont d'ailleurs un stand sur le salon parce que comme c'est une entreprise qui par ailleurs a des points de vente, ça leur permettait aussi d'embarquer tous les vendeurs des points de vente. C'est notre rôle aussi, évidemment, d'apporter le meilleur conseil par rapport au label à choisir. Non, Olivier, il faut qu'on continue, pardon, excuse-moi. Je vais en prendre une pour moi.
que j'ai vu, quand le DG est indifférent, ni pour ni contre les enjeux du développement durable, faut-il passer du temps à le convaincre ou à le contourner? Eh bien, la sociodynamie nous répond à cette question. Et donc, si vous avez fait votre carte des partenaires et la stratégie des alliés, vous savez qu'un indifférent, au contraire, il faut l'embarquer, il faut lui donner de la matière, il faut le faire monter en synergie. Et celui qu'on contourne sans y passer du temps, c'est celui qui est radicalement contre. Et donc ça, par contre, on ne lutte pas et on ne perd pas d'énergie sur ce sujet. Voilà, comme ça, j'en aurai une pour moi. Quel outil utilisez-vous pour réaliser la cartographie des parties prenantes? Qui veut la prendre, Caro? Oui, bien sûr. Alors, il existe différents types d'outils. Ce que je vous recommanderais pour quelqu'un qui veut démarrer, c'est d'aller regarder le guide qui a été réalisé par le Comité 21 et auquel on avait participé il y a quelques années maintenant. Tout est téléchargeable gratuitement sur le site. Et donc là, vous avez pas à pas la méthodologie pour élaborer votre cartographie des parties prenantes. Voilà, ça s'appelle un guide Les principes. Oui, alors il y a les principes, mais il y a aussi le guide constructif pour élaborer une démarche de dialogue parties prenantes. C'est quelque chose comme ça. Mais vous le trouverez sur le site du Comité 21. La couverture est orange. Voilà. Et je voulais juste dire par rapport à ça que souvent derrière Carto, les gens mettent plein de choses. Il y a une différence entre une liste à plat de parties prenantes et une vraie cartographie. Une vraie cartographie, ça vous indique les modalités avec lesquelles vous allez interagir. Sinon, c'est pas une cartographie. Ouais. C'est une liste ou un joli dessin. Et donc, voilà, faisons bien la part des choses. Tout à fait. Les outils qu'on a montés, c'est 12 ou 14 colonnes avec des critères qui définissent la partie prenante, puis les modalités d'interaction avec la partie prenante. Et on peut l'adapter, évidemment, à chaque entreprise, parce que chaque entreprise a une taille et des spécificités spécifiques. Très bien. Sommes-nous à l'heure? Il est 11h15. Eh bien, bravo, merci beaucoup, merci à vous. Et puis, vous nous retrouvez évidemment au stand PU15, là en face du café VIP. Et on a une conférence demain sur la raison d'être aussi. Et oui. Et puis, je voulais juste signaler aussi qu'on vient de se rapprocher du groupe Transition, qui est un groupe de conseil aussi qui a été monté il y a une dizaine d'années par Bruno Rebel. On est d'ailleurs côte à côte sur le salon. Et Transition a aussi une conférence très intéressante demain à 13h30 sur les filières et les chaînes d'approvisionnement, salle 251. Voilà. Bonne journée à tous. Voilà, merci à vous. Bravo.